Psychologie et psychologie sociale, partie 1. Dans ce podcast, nous étudierons l'introduction et le chapitre 1, sensations et perceptions, début. Introduction, petit 1, définition et histoire. La psychologie est l'étude des processus mentaux non observables directement, tels que la mémoire, l'attention, etc., et du comportement humain, tel qu'observable directement. Nous pouvons faire une inférence entre le comportement et les processus mentaux en prenant en compte le contexte qui influence dans une certaine mesure ce qu'on étudie. C'est différent de la science, mais la psychologie est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois qui sont soit vérifiées par des méthodes expérimentales. Traditionnellement, la psychologie est issue de la philosophie, dont certaines questions continuent d'alimenter la science psychologique, puisqu'on se questionne sur le fonctionnement du mental. Quelle est la part entre l'inné et l'acquis, entre le déterminisme et le libre arbitre? La psychologie va faire des expériences pour montrer que l'acte est antérieur à la pensée. On retrouve une motivation inconsciente. Nous voulons donc atteindre un but et on le conditionne positivement. Petit 2, les méthodes. À partir du XIXe siècle, la psychologie commence à s'écarter de la philosophie et se rapproche d'une approche plus scientifique et empirique basée sur une méthode de recherche expérimentale. Wundt et Titchener proposent cette méthode expérimentale visant à mettre à jour les connaissances valides. Dans la méthode scientifique, nous confrontons les hypothèses aux faits et faisons communiquer en permanence les deux. Nous prenons le risque que les données nous donnent tort. Popper a développé le critère de falsifiabilité, qui dit qu'une hypothèse doit toujours pouvoir être réfutable. Il s'agit là d'une bonne théorie scientifique. C'est une méthodologie rigoureuse, puisqu'elle est humaine. Elle est susceptible d'être contaminée par beaucoup de biais et d'illusions dans l'acquisition des connaissances. Petit 3. Les illusions. En effet, il y a plusieurs illusions. Nous en distinguons trois: les illusions perceptives, les illusions attentionnelles et les illusions mnésiques. Dans les illusions perceptives, nous percevons les illusions d'optique, par exemple. En ce qui concerne les illusions attentionnelles, il y a la variation de la perception en fonction de la motivation. Voir la vidéo avec le gorille qu'on ne voit pas. Le cerveau sait trier ce qui est pertinent ou non et peut nous focaliser uniquement sur une information et aucune autre. Dans la vidéo, l'inhibition est intentionnelle. L'ordinateur est incapable d'isoler une information lorsqu'on lui en donne plusieurs à la fois, à l'inverse de l'être humain. Enfin, les illusions mnésiques. Il y a là le rôle de l'imagination dans la création de faux souvenirs. Notre mémoire reconstructive est amplifiée quand il y a des supports photographiques. Par exemple, nous créons un souvenir en montrant une photo, bien que la personne n'ait jamais vécu la situation. De tout cela, on comprend que l'encodage passe par un système perceptif, et c'est parce que notre cerveau est intelligent que nous percevons les choses erronées et qu'il les corrige. Exemple du cylindre sur l'échiquier. Cela s'applique aux illusions visuelles, auditives, didactiques, etc. Dans le langage commun, nous utilisons des mots porteurs de sens pour communiquer. Il y en a 4. Petit a, l'utilisation de concepts partisans. Nous employons un vocabulaire précis selon le sentiment qu'on veut créer, de manière orientée et partisane. Quand on parle de taxes contre les cotisations sociales, par exemple, quand on parle d'impérialistes plutôt que défenseurs du monde libre, etc. Petit b, les heuristiques de jugement. Nous utilisons des raccourcis de jugement falsifiés pour filtrer les informations. Par exemple, célèbre, donc crédible. On va plus facilement faire confiance à un expert car il sait de quoi il parle, entre guillemets. Petit c, les biais de raisonnement. Faisons-nous confiance aux statistiques ou à l'expérience personnelle? Souvent, nous accordons plus d'importance aux expériences personnelles. Enfin, petit d, la confirmation d'hypothèses. Lorsque nous avons une hypothèse en tête, nous essayons de trouver dans la réalité des éléments qui la confirment, lui donnant peu de chances d'être infirmée. La science est différente car la théorie peut être réfutable.
La foi religieuse, elle, est différente de la science également. Abraham Waltz a cité un exemple. Les gens observent des impacts de balles sur les avions revenant de guerre pour savoir où les renforcer. Mais il a préféré qu'on renforce les parties où on n'observait pas ces impacts, car les avions touchés à ces endroits sont ceux qui n'ont pas survécu. Mais alors, comment acquérir, établir et mettre à jour des connaissances valides si nous n'encodons pas de manière correcte les données du réel, si on a un accès illusoire à la réalité? Il faut alors utiliser des techniques de mesure plus précises et plus objectives, par exemple en utilisant 2 caméras au lieu d'une. Ensuite, il faudrait utiliser des concepts opérationnels qui laissent moins de liberté à l'interprétation. Aussi, pourrait-on archiver la mémoire et répliquer les données de l'étude? Puis, on pourrait également laisser libre cours aux débats contradictoires afin d'être plus nuancé et correct dans notre raisonnement, ce qui diffère de la foi en effet, car il n'est pas question d'avoir un débat contradictoire. Enfin, on pourrait aussi comprendre plutôt que de croire, c'est-à-dire éviter les heuristiques. Petit 4. Les analyses. Il y a des corrélations simples et des corrélations partielles. Dans les corrélations simples, on peut prédire la présence ou l'absence de l'un. Est-ce que l'un cause-t-il l'autre? Et dans les corrélations partielles, on peut prédire un lien quelconque entre 2 variables. L'un est-il partiellement responsable de l'autre? L'approche corrélationnelle ne permet pas d'établir clairement des rapports de causalité et peut nous induire en erreur. On ne sait donc pas vraiment dans quel sens vont les effets. Est-ce que le rapport entre X et Y trouve son origine dans X ou dans Y et va vers X ou Y dans un sens de direction? Parfois, la question de l'origine et de la direction ne se pose pas. Par exemple, il y a plus de suicides en hiver, mais ce n'est pas l'augmentation ou la diminution du nombre de suicides qui fait changer les saisons. Ou bien vers Z, à savoir une variable tierce. Cela est difficile à établir avec une approche purement corrélationnelle. Par exemple, les enfants myopes avaient plus de veilleuses dans leur chambre. Variable tierce, les parents myopes mettent une veilleuse dans la chambre de leurs enfants pour ne pas tomber lorsqu'ils sont réveillés dans la nuit et la myopie serait héréditaire. Ou bien la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel par habitant ou le PIB lie ces 2 variables, expliquant par exemple que les pays riches consomment plus de produits de luxe et sont plus développés, d'où plus de prix Nobel. Dans le cas de l'approche expérimentale, ce sont les tests, des mises à l'épreuve, des hypothèses construites dans la méthode hypothético-déductive. On place des individus de manière aléatoire dans des situations A ou B qui ne diffèrent que d'un seul facteur, par exemple la présence d'un miroir ou pas. Ces 2 groupes sont semblables en tout point, mais ont tout de même une différence, c'est-à-dire qui sera jugée importante ou pas après cette expérience. On mesure l'impact sur les facteurs de perception, de mémoire, de jugement et de comportement, par exemple la tricherie, et nous sommes encore plus rapprochés du rapport cause à effet. Il y a évidemment d'autres approches, d'autres méthodes en psychologie. Par exemple, l'introspection, mesure des états internes, l'observation. On peut observer le développement des compétences des enfants, par exemple, les études de cas, les approches cliniques. En neuropsychologie, par exemple, on sait voir les conséquences de tel ou tel accident. Les simulations et modélisations mathématiques, telles que l'intelligence artificielle, permettant de renforcer les analyses psychologiques. Petit 5. Mesures privilégiées en psychologie. Il y en a plusieurs. Commençons par les mesures comportementales, les performances. Exemple du test sur les performances scolaires de groupes minoritaires aux États-Unis. Quand on spécifie que le test va mesurer l'intelligence, les résultats des Noirs sont moins bons, car il y a une menace de stéréotypes. Le même test, simplement posé avec consigne, juste en demandant de le valider, nous montre que les résultats des Blancs et des Noirs sont les mêmes. Donc, dans ce cas, un stéréotype peut représenter une menace qui a une influence telle que le stress ou encore la distraction, etc. Le résultat à un test peut avoir été influencé par un stéréotype à propos de la personne qui a passé le test. On retrouve ainsi, par exemple,
la construction sociale qui comporte les compétences que possèdent les hommes ou les femmes, par exemple. Nous parlons aussi de variables naturelles. On ne choisit pas d'être femme, ni homme, ni noir ou blanc. Dans l'exemple, on mesure les performances de personnes noires en comparaison aux personnes blanches, dans des situations où un stéréotype existe et là où il n'y aurait pas de stéréotype. Autre mesure privilégiée en psychologie, les données d'archives. Il ne s'agit pas d'une étude expérimentale, car nous ne manipulons rien. Par exemple, la maladie de la vache folle, de la viande contaminée, va montrer que le nombre de fois que l'on mentionne le terme vache folle entraîne une diminution de la consommation, alors que cela n'a aucune incidence sur les mesures gouvernementales. Le mot scientifique de la même maladie n'aura pas d'influence sur la consommation, mais bien sur les mesures gouvernementales. Autre mesure privilégiée, les mesures physiologiques. Voyons le cas de l'expérience de la réactivité à des vidéos avec scénarios hétérosexuels et homosexuels en fonction de l'homophobie, soit de l'excitation. La mesure à la réponse physiologique, à savoir la dilatation pénienne, on observe que les homophobes qui regardent un film gay réagissent plus à la vidéo. Il y a une dissociation entre ce que l'on dit, ce qu'on pense savoir d'eux-mêmes et ce que les réponses corporelles démontrent. Il y a d'autres mesures psychophysiologiques classiques, comme la conductance cutanée. Quand nous sommes stressés, nous transpirons, et cette humidité accélère la vitesse de l'électricité dans la main. Cela permet de mesurer le niveau de stress de la personne. Il y a aussi le rythme cardiaque et l'électromyographie, à savoir les capteurs sur le visage. Dernière mesure privilégiée en psychologie, l'imagerie cérébrale. Elle est utilisée de plus en plus dans les neurosciences. C'est le rapport entre interprétation et intervention du contexte extérieur qui pourrait fausser la réelle perception sensorielle. L'effet de halo, H-A-L-O. Par exemple, sans l'image de la marque, deux produits différents sont difficilement différenciables. Alors, en la voyant, on préfère celui qu'on connaît et qu'on consomme depuis longtemps, ou celui qui coûte le plus cher ou le moins cher. Il y a une réelle corrélation avec une zone du cerveau reliée aux souvenirs affectifs. Petit 6. Conclusion. Il y a beaucoup de mesures, de questions de recherche, d'activités professionnelles, de populations étudiées, animaux compris, et de diversification de perspectives théoriques en psychologie. Petit 7. Les perspectives théoriques en psychologie. Premièrement, la perspective psychodynamique, développée par Freud, 1856-1939. En psychologie, nous avons différentes approches et il est difficile, sur les plans épistémologiques, théoriques, d'embrasser certaines de ces perspectives en même temps puisqu'elles ont des intérêts parfois réellement incompatibles. Dans la perspective de Freud, je cite, si les symptômes, culpabilité irrationnelle, peur irrationnelle, désir irrationnel, etc., n'ont pas de cause consciente ou physique, alors la cause doit être inconsciente. Il existe une signification cachée à ce que vit la personne. Fin de citation. Il y a donc deux approches. La première, le conscient et l'inconscient. La deuxième, le moi, différent du ça et surmoi. Le ça, à savoir les pulsions, et le surmoi, les stops de mes désirs. Cette approche se focalise sur les conflits internes et les mécanismes de défense mis en place pour les gérer. Par exemple, des homophobes dits refoulés éprouvent un réel désir pour les personnes de même sexe, mais leur peur de cela leur fait développer un mécanisme de défense. Dans les méthodes non expérimentales utilisées dans la perspective psychodynamique, on retrouve l'interprétation, les études de cas, l'observation clinique, les associations libres et les tests projectifs. Deuxièmement, la perspective comportementale, développée par Skinner, 1904-1990. Cette perspective est opposée à celle de Freud. Elle refuse toute référence aux états internes tels que les pensées et les sentiments, car cela est inobservable et donc peu fiable, selon Skinner. On ne s'intéresse donc qu'aux comportements observables en lien avec les modifications d'un environnement qui sont eux aussi observables.
Elles peuvent être manipulées par l'expérimentateur lorsqu'il y a une mise en lien de comportement avec des événements externes. Il y a là la notion de renforcement. La personne est dans un environnement qui le stimule. Ces situations sont agréables ou désagréables, à savoir théorisation de stimulus-réponse. On établit alors des lois comportementales impliquées dans l'apprentissage. On s'intéresse à voir comment les gens apprennent, maintiennent-ils cet apprentissage ou comment cet apprentissage peut-il disparaître. Par exemple, la peur de l'avion. Reste-t-elle? Pourquoi? Etc. Cette méthode peut être une expérimentation animale et humaine. Comment le rat apprend-il? Les lois des comportements animaux sont similaires aux lois du comportement humain. Donc Skinner prétend pouvoir prédire le comportement humain à base d'expérimentation animale. Troisièmement, perspective cognitive. Cette méthode est largement expérimentale et s'intéresse au comportement, mais surtout pour inférer dans les processus mentaux. Il y a là l'utilisation des comportements pour comprendre ce qu'il se passe de manière interne. Les objets d'étude sont la perception, l'attention, la mémoire, la pensée, le langage et la prise de décision. Cette théorie s'intéresse donc aux différentes étapes du traitement de l'information. On veut comprendre comment un individu comprend une information. On s'intéresse donc aussi à son output comportemental, théorie fortement utilisée au départ par l'informatique, d'où le fait qu'on utilisera des métaphores informatiques puis neurologiques dans la perspective cognitive. C'est donc bien une méthode expérimentale. Imaginons un simple schéma, input sensoriel, qui donne le traitement de l'information, qui nous donne output comportemental. Par input sensoriel, on comprend la modification de l'environnement, cause comportementale, par exemple une fluctuation dans le taux d'intérêt. Le traitement de l'information est vraiment important pour cette première étape. Parfois, le stimulus ne génère pas forcément le résultat recherché. L'output comportemental change de manière systématique et n'est donc pas forcément lié à un stimulus. Ce changement n'est donc que purement rationnel. Par exemple, la prise de risque par rapport au taux d'intérêt. Dans un cocktail party effect, nous croyons ne pas être attentifs à ce qui se passe autour de nous dans le brouhaha, à savoir des discussions non pertinentes pour nous. Mais si on entend notre prénom, on va se retourner. Notre système de traitement d'informations n'est pas aussi performant qu'il n'y paraît. On filtre toutes les informations de manière déficiente. Il y a là la notion de biais cognitif à souligner. Le comportement est en effet souvent biaisé. Trop peu d'informations, manque d'expertise et de motivation, distraction, image de soi, valeurs qui peuvent influencer la compréhension du phénomène, pression sociale, influence émotionnelle, etc. Imaginez l'état d'excitation extrême lorsqu'on doit mettre de l'argent en bourse, par exemple. C'est ici que la psychologie sait aider à comprendre certains comportements en économie. Les branches de la psychologie si intéressantes sont la psychologie sociale, la psychologie des émotions, la psychologie cognitive, etc. Quatrièmement, perspective évolutionniste, développée par Wilson, qui est un des contributeurs, né en 1929. La perspective évolutionniste explique les comportements sociaux et individuels sur une base biologique, en particulier avec la sélection naturelle et sexuelle. On pourrait parler davantage de darwinisme social. L'idée est que notre comportement est déterminé par nos gènes. Notons que l'environnement est aussi important que les gènes des individus. On veut rendre compte des différences comportementales entre les hommes et les femmes et les asymétries dans les investissements sociaux. Pourquoi nous investissons-nous davantage dans notre famille que dans des personnes inconnues? Par exemple, à travers le temps et les cultures, les hommes préfèrent les rapports, tandis que les femmes préfèrent la qualité de leur partenaire. Les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, alors que les femmes préféreront un homme avec un statut qui aspirera à la sécurité. Ceci est inconsciemment pour la procréation. Cette théorie a donc une approche idéologique et fonctionnaliste, mais il faut s'en méfier. Même si elles tiennent la route, on ne sait pas vraiment prouver les hypothèses qu'elles avancent. Ce n'est pas scientifique. La psychologie sociale ne soutient pas cette perspective évolutionniste, cette théorie génétique.
On dit parfois que la taille du doigt est parfaite pour entrer dans le nez. C'est contesté. Voyons dès à présent le chapitre 1, Sensations et perception. Grand 1, les sensations. La sensation est un processus qui recueille l'information de l'environnement et qui la transmet au cerveau par des expériences immédiates. Si une pomme tombe mais qu'il n'y a personne pour l'entendre, la pomme produit-elle un bruit? Les objectivistes répondront oui. Ce sont ceux qui considèrent que la réalité existe en dehors d'un système d'interprétation. Ce sont des gens objectifs. Les solipsistes diront que non, car aucun organe sensoriel n'est là pour traiter le bruit. Pour eux, la réalité est liée à la personne en tant que telle. Ils utilisent donc la conscience en premier. Il y a ici le paradoxe du cerveau en cuve, développé par Hilary Pottman. Le cerveau n'est plus dans notre corps et toutes les expériences que l'on croit vivre sont créées par une machine. Ce qui fait peur, c'est que l'on ne sait pas prouver sur une base rationnelle que c'est faux. Du point de vue psychologique, la perception consiste en une interprétation de l'environnement, fonction de nos dispositions biologiques, de notre expertise, de nos motivations et de nos attentes. On pense tout voir, mais il y a une tache aveugle, un endroit dans l'œil où le nerf ne rejoint pas la rétine et donc on ne peut pas tout voir. Mais le cerveau comble de manière intelligente ce trou, entre guillemets, avec des informations. La persistance rétinienne fait que quand la couleur disparaît d'une image, celle-ci reste par principe de persistance car notre œil est sensibilisé à la couleur. Cela nous montre que ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui existe. Petit 1, la loi de Weber, une des lois de psychophysique. Les différences qui sont juste perceptibles évoluent suivant une fonction constante du stimulus original. La différence que nous voyons entre deux choses n'est pas constante. On va voir la différence qu'il faut pour se rendre compte de la perception d'une telle différence. C'est la formule delta I égale KW. I, c'est la constance qui se modifie selon le sens de l'analyse, variant suivant la stimulation, le poids, le goût, la pression cutanée, la lumière, le son. Par exemple, si on nous met dans la main une masse de 10 kg et dans l'autre 10 kg,02, la différence perceptible est subjective. On ne sait pas vraiment ressentir la différence. Alors que si la différence est plutôt de 200 grammes, là, on pourra la ressentir. En psychophysique, on essaie de modéliser mathématiquement les liens entre le corps, stimulation imposée au corps, et l'esprit, interprétation faite de cette stimulation objective. Weber va mettre la différence en formule mathématique, une différence perçue selon les différences d'intensité et de perception. Cette loi peut expliquer beaucoup de choses. La prise de poids due aux quantités servies qui sont plus grandes, les gens sous-estiment les calories des portions donc ils mangent plus. Le fait de ne pas voir les étoiles la journée ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Manger salé ou piquant lorsqu'on n'a pas l'habitude, ça sent directement plus fort. La notion du temps, à savoir l'âge, 5 années de différence sont ressenties différemment en fonction de notre âge. Et l'argent, 1 000 € n'ont pas la même valeur pour un pauvre que pour un riche. La loi de Weber explique qu'une petite différence n'apporte qu'un changement sensible. Il faut avoir encore plus, lorsqu'on a beaucoup au départ, pour percevoir quelque chose. Il y a deux types de valeurs, les valeurs intrinsèques et les valeurs extrinsèques. Les valeurs intrinsèques sont les affiliations, la contribution communautaire et la croissance. On retrouve moins de motivation pour ces valeurs. Elles sont positivement corrélées au bien-être, contrairement aux valeurs externes. La motivation intrinsèque est donc ce qui nous motive intérieurement. Ces valeurs sont perçues plus vite que les valeurs extrinsèques. Par exemple, on sait moins comparer une augmentation de bonheur qu'une augmentation d'argent, de pouvoir, mais d'augmentation de bonheur donne beaucoup plus de satisfaction qu'une augmentation d'argent. Enfin, les valeurs extrinsèques sont les succès financiers, l'image, la popularité et l'apparence physique. On retrouve ici une plus grande motivation que pour les valeurs intrinsèques. C'est ce qui nous motive extérieurement. Voyons l'adaptation sensorielle.
Ici, nous allons voir que la réalité que l'on perçoit n'est pas toujours celle qu'elle est vraiment. En effet, il y a une fatigue neuronale progressive si la stimulation sensorielle est constante, comme le bruit, le goût, etc. On arrête de sentir la différence car on s'y habitue, on devient de moins en moins sensible. On peut s'habituer au bruit si on vit constamment dedans, par exemple. La réalité environnante peut être perçue différemment par rapport à notre perception. Exemple aussi de l'adaptation des visages. On nous présente un visage européen que l'on fixe pendant quelques instants, puis on change de visage, asiatique par exemple. Comme on a été habitué à un type de visage, le contraste est plus marqué. Donc si le premier visage avait été caucasien, alors on verrait plutôt un visage asiatique alors que le visage même est à 50-50 caucasien-asiatique. Lorsqu'on parle de sélection sensorielle, il s'agit de la capacité d'inhibition de l'information sensorielle non pertinente. L'attention est dirigée vers ce que l'on a décidé de traiter, à savoir cette information-là. Citons l'exemple des magiciens. Ils inhibent certaines perceptions pour nous faire focaliser sur d'autres. Les pickpockets, cocktail party effect, vidéo avec le gorille, idem. Grand 2, la perception. La perception est un processus qui transforme les sensations pour leur donner du sens. C'est la traduction de la réalité physique en réalité psychologique. La perception de notre environnement dépend de notre interprétation des données sensorielles. Elle peut être biaisée par nos sens, nous aidant parfois à voir ce qu'un ordinateur ne voit pas, par exemple. Les données sensorielles sont filtrées et une fois qu'elles sont jugées pertinentes, elles dépendent de notre interprétation. Parfois, nous rajoutons de l'information à ce que l'on voit, à savoir l'inférence spontanée, pour mieux interpréter ce que l'on voit. Un ordinateur n'est pas capable de faire ceci. On peut alors transposer cela aux changements sociétaux. On va plus facilement dépenser de l'argent pour ce que les autres vont percevoir plus facilement. Distinguons l'intégration holistique de l'analyse des données sensorielles. Il y a deux manières de percevoir les choses. Manière holistique, manière analytique. Dans la manière holistique, il s'agit du traitement global, de l'intégration d'informations qui ont des liens entre elles de manière simultanée. Cela donne une représentation perceptible unique. Dans la manière analytique, c'est seulement le traitement des informations au niveau local. Nos motivations, croyances, qu'elles soient correctes ou non, et nos valeurs jouent un grand rôle dans notre perception, dans notre préparation à l'information à laquelle on est exposé. Nous voyons plus de faux positifs et cela peut être très négatif. La perception est aussi l'interprétation des choses. Les attentes et stéréotypes peuvent avoir des impacts dans nos perceptions. Le contexte joue également un rôle important, notamment quand on doit interpréter une image. Dans l'exemple ci-dessous, on pourrait penser à première vue que le couple de gauche sauve des biens de l'intempérie et que l'homme de droite vient de voler dans un magasin et s'échappe. Vision raciste selon les stéréotypes. Notre expertise et nos catégories mentales ont des impacts sur notre perception. Il est plus facile de reconnaître les différences dans un groupe qui nous ressemble. Pour les Européens, les Chinois se ressemblent plus que les Européens entre eux. C'est le The Other Race Effect. Il est plus facile de différencier des visages d'hommes plutôt que des moutons, alors que les deux ont autant de différences qu'entre eux. Il est plus facile aussi pour nous de voir les problèmes d'un visage à l'endroit qu'un visage à l'envers. Ce que l'on ne connaît pas, on va l'analyser de manière plus analytique. C'est un caractère intégratif de notre perception. Voyons à présent la perception catégorielle. Il y a une plus grande discrimination perceptive entre les catégories plutôt qu'à l'intérieur de celles-ci. Nous minimisons les différences entre une même catégorie. Cela peut être une catégorie sociale, homme, femme, belge, français, etc. Cela peut aussi être une catégorie perceptive, la manière de prononcer le R. S'il existe une seule manière de le prononcer, nous ne faisons pas de différence, mais s'il y en existe plusieurs, nous sommes très sensibles aux différences. Un Italien qui a du mal à prononcer le OE de œil, car il n'entend pas la différence avec un E normal. Ainsi, notre expertise d'analyse de stimuli conditionne notre perception. Les connaissances influencent notre perception au fil du temps.
Voyons à présent les interactions transmodales. L'interaction transmodale, c'est le fait de percevoir une différence alors qu'il n'y en a pas dans les faits. Comme notre perception est le produit d'une interaction entre nos différents sens, il y a des biais dans les interprétations des contextes. L'effet McGurk, MCGURK, explique que la présentation d'un bien amène une perception différente de l'expérience. Cette présentation représenterait une interférence dans le sens où elle modifie la perception qu'on aurait au départ d'un bien, marketing sensoriel par exemple. Nous sommes sans cesse influencés par ce que l'on voit, et cela se répercute sur ce que l'on entend et ce que l'on sent. Si nous buvons le même vin dans un gobelet en plastique ou dans un verre, le goût que nous percevons n'est plus le même. On a tendance à vouloir chercher des patterns, des figures, des motifs qui ont du sens, qui sont porteurs de sens dans un environnement. Cela est lié à l'action de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, ici la dopamine. Les récepteurs et les bloqueurs agissant sur notre perception. En fonction de la quantité de dopamine que nous produisons, il y a différents stades. La sensibilité, le réalisme, la créativité, c'est-à-dire que certaines substances comme la cocaïne, par exemple, peuvent augmenter cet écart de la perception avec la réalité, ou alors commencer à voir des choses qui n'existent même pas. Et encore, la folie. Les personnes parano voient des signaux partout subjectivement, même où il n'y en a pas, et certaines substances vont exciter ce système. Nous voulons donner un sens à ce que nous voyons. Cela peut même affecter la perception de soi, tout comme les croyances et les attentes. Les participants écoutent une cassette qui a pour but d'améliorer l'estime de soi ou la mémoire. Ils sont influencés par ce qui est noté sur la cassette alors qu'elles ont un effet placebo. Les participants ont l'impression de s'améliorer quoi qu'il arrive. L'effet placebo, c'est l'effet d'attente qui fait en sorte qu'on ait le sentiment que ça aille mieux. Pas d'effet propre, mais qu'il agit de manière psychologique sur les personnes. Il y a aussi l'effet Pygmalion, c'est-à-dire se comporter selon nos attentes, dire qu'on est bon dans quelque chose et donc faire en sorte de l'être.